Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cosy FM, le 106.9 et également sur KTV pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le bâtonnier, le patron des avocats, Nadjim Abada. Nadjim, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous, cher maître. Alors, on va parler évidemment de ce procès, alors, le procès de ces 20 dernières années, l'affaire Roukia qui devrait démarrer le 23 novembre prochain, à condition que tous les avocats soient d'accord, parce que le procureur ne veut pas de report. Est-ce que déjà vous avez un élément à nous apporter là-dessus? Est-ce que les avocats sont d'accord pour le 23? Moi je suis d'accord. Et vos collègues que vous représentez? Donc le procureur effectivement a audiencé l'affaire pour le 23 novembre. Oui. Et donc il a sollicité l'ensemble des avocats pour savoir si tout le monde était disponible, puisqu'on est un certain nombre d'avocats à intervenir dans ce dossier. Ça peut en plus évoluer d'ici là. Jusqu'à présent, il n'y a que moi qui ai répondu, puisque tout le monde est dans la liste mail en disant que moi j'étais disponible ce jour-là. Donc je ne connais pas la position des autres, notamment la RIFU, notamment d'autres avocats qui viennent de La Réunion. Alors évidemment, on va parler de ce déroulement, de ce procès qui a priori devrait se passer sur une semaine. Mais juste avant, vous êtes là en tant que bâtonnier, mais vous êtes également partie prenante dans l'affaire Roukia, puisque vous défendez Madame Blondel, semble-t-il, qui est la personne qui est accusée de recel de dissimulation de cadavres. Recel de cadavres, dissimulation de preuves. C'est ça, et de cadavres aussi. Elle n'est pas accusée, elle est prévenue. Prévenue, oui. Il y a une différence pour les gens qui nous écoutent. Quand on est accusé, on est renvoyé devant une cour d'assises. Et quand on est prévenu, on est renvoyé devant un tribunal correctionnel. D'accord. Donc effectivement, elle est prévenue d'avoir aidé Mathias Belmer à transporter le corps, il y a le cachet à Trévagny là-bas. On parle du corps de Roukia, hein, du corps de Roukia, effectivement. Et c'est la seule chose qu'on lui reproche. La destruction de preuves, et ça a l'air grave comme ça, mais pas pour le législateur, puisque en matière de condamnation, si elle devait être condamnée, c'est 3 ans de prison maximum et il me semble 45 000 € d'amende. Alors que d'autres prévenus sont notamment Mathias Belmer, sont poursuivis pour trafic de stupéfiants, et c'est 10 ans de prison. C'est plus grave de trafiquer avec la drogue que de transporter un corps inerte. Alors, revenons sur le déroulement de ce procès. J'ai pu m'entretenir avec Joël Garrigue, le procureur de la République, qui m'expliquait clairement qu'effectivement, il ne voulait pas de report. Il voulait que le procès démarre, s'il doit démarrer le 23, qu'il démarre le 23, mais qu'il n'y ait pas de report. Pourquoi? Alors que le report c'est un droit. Non, c'est un droit, certes, mais je rappelle que cette affaire, l'instruction est ouverte depuis 2011. Oui. Ça fait quand même 4 ans. Si je ne me trompe pas, c'est un procès qui est attendu par l'ensemble des prévenus d'ailleurs, puisqu'il y en a qui sont encore sous contrôle. Et la population aussi. Et la population, et un certain nombre de prévenus sont encore sous contrôle judiciaire. La population attend de avoir des éléments de réponse sur ce qui s'est passé dans cette nuit-là, parce que pour ceux qui sont dans le secret, on sait ce qu'il y a dans le dossier, mais nous sommes quand même tenus au secret de l'instruction. Là, ils vont savoir exactement ce qui s'est passé avec cette jeune femme, cette jeune fille et son compagnon. Et en plus, l'affaire dans l'affaire, si je puis dire, ce qui s'est passé avec les gendarmes. Parce qu'il y en a 2 déjà qui sont poursuivis également pour trafic de stupéfiants. Donc, il y a un certain élément de réponse qu'on attend depuis quelques années. Et donc, effectivement, maintenant qu'on a audiencé 2 mois à l'avance, tout le monde connaît la date, il est facile et aisé de se préparer et de ne pas avoir un report. Parce que le report voudrait dire que c'est actuellement le tribunal... C'est toute une organisation qui actuellement, le tribunal pour audiencer une affaire a du mal. Ça pourrait être vers mars ou avril 2016, vous imaginez. Et si ça tombe un jour où un avocat et un cour d'assises ne peut pas, donc ça renvoie au mois de septembre. Donc c'est pour ça, il est nécessaire de s'organiser pour le 23. Le procureur prend ses précautions et il a raison pour savoir si tout le monde est disponible ce jour-là. Vous êtes d'accord avec ces précautions prises par le procureur? Ah oui, absolument. En tant que bâtonnier. Il n'y a pas de difficulté, c'est normal d'ailleurs. Quand
interroge les avocats, le président, pour savoir si tout le monde. Après, il peut arriver, et au dernier moment, il y en a un qui est malade. Donc, Alors expliquez-nous, Nadjim, et après on va donner la parole à Samuel, évidemment, mais expliquez-nous comment ça va se passer ce procès. Parce qu'on nous dit effectivement ça va durer une semaine, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être appelées à la barre, il y a beaucoup de gens prévenus. Donc beaucoup d'avocats. Ça veut dire qu'on va avoir pendant une semaine des plaidoiries sur plaidoiries. ah non, on fait comme un procès classique, c'est-à-dire que ça sera devant un tribunal correctionnel composé de 3 magistrats, un procureur et une greffière. Et chaque prévenu sera accompagné d'un ou plusieurs avocats, c'est au choix. Il y en a qui, je crois, il me semble, qui ont 2 avocats, un à Mayotte et un à La Réunion. Et puis, il va y avoir les débats. Le président, normalement, présente les faits. Il y a un juge rapporteur qui va résumer l'affaire pour tout le public et pour ses collègues. Et puis, il va y avoir des débats, c'est-à-dire chaque prévenu va passer, et va être interrogé par les avocats, les parties civiles, par le procureur et tout le monde en somme. Et à l'issue des débats, c'est-à-dire quand tout le monde aura été entendu, plus les témoins, je rappelle que Monsieur Gauthier n'est pas prévenu dans cette affaire. Il sera entendu. L'ancien patron du GIR. Hein. Voilà, il sera entendu en tant que témoin, c'est-à-dire le procureur, dans sa liste de témoins qu'il veut faire citer, il y a Monsieur Gauthier. Donc on sait qu'il lui sera. A priori, il sera convoqué par le procureur, cité en qualité de témoin. Donc une fois que tous ces témoins seront entendus, nous-mêmes, avocats des parties civiles et avocats des prévenus, on peut faire citer d'autres personnes. Il me semble que ça serait opportun d'entendre par exemple le juge Karki, qui n'est pas dans la liste des témoins. On peut le faire citer pour qu'il vienne expliquer aussi comment s'est déroulée son enquête. Une fois que tout le monde aura été entendu, là, les débats sont clos. Et là, s'enchaîne la partie civile qui fait sa plaidoirie en premier, les avocats de la défense, et enfin, le procureur, et enfin les avocats de la défense. Alors justement, vous avez cité Hakim Karki, le juge d'instruction. C'était le 2e juge d'instruction de cette histoire, parce qu'il y en a eu 3 en tout, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y en avait eu un avant Karki. Il y a eu Karki et il y a eu le juge d'instruction qui a fini le dossier. Le fait qu'il soit impliqué dans une autre affaire, Hakim Karki, est-ce que ça enlève de la crédibilité quand on le fait citer en tant que témoin? D'abord, est-ce qu'on a le droit, parce qu'il est sous CJ, contrôle judiciaire? Ah oui, on peut faire citer n'importe quel témoin, notamment le juge d'instruction. Même s'il est sous contrôle judiciaire dans une autre affaire? Il est quand même présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été condamné. Oui. Il est poursuivi pour des faits qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels on pourrait éventuellement le faire. J'ai dit c'est une possibilité, j'ai pas dit ça va être fait, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Voilà, on peut le faire citer pour savoir comment s'est déroulée son enquête, pour éventuellement critiquer son instruction, mais le fait qu'il soit lui-même poursuivi dans une autre affaire n'a aucune incidence sur cette possibilité. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Nadjim. Alors le procès, c'est la conclusion, on va dire, c'est un combat de 4 ans que vous avez mené, parce qu'il a fallu vous battre tous ensemble. Il y a une union sacrée des avocats pour éviter que l'affaire puisse sortir de Mayotte, quitter Mayotte, mais aussi pour éviter que Hakim Karki soit démis de cette affaire. C'était un long combat. Est-ce que là aujourd'hui, ça veut dire que c'est la fin de l'union sacrée des avocats? Chacun va défendre son client et il n'y aura plus cette belle entente qu'il y avait? Ah non, mais ça c'était dès le départ, on avait des oppositions dans ce dossier, c'est-à-dire chacun défend effectivement la position de son client et adopte une défense. Mais de manière générale, on s'était accordé pour dire que effectivement, ça aurait été dommage. Le mot est léger, je trouve pas le bon terme, que le procès puisse se dérouler en dehors de Mayotte. Puisque, je rappelle, c'est comme une autre grosse affaire, la population s'en est émue de ce qui s'est passé, et de ce corps de cette jeune fille découvert au mois de janvier, à moitié dénudée à Trévani, pardon. Effectivement, on s'est battu parce qu'il y a eu des tentatives pour faire délocaliser le dossier vers La Réunion, donc aux côtés de Mansour Kamardine et de Larifou, on s'est battu pour effectivement maintenir ce dossier à Mayotte. On s'est battu effectivement pour que ce soit le même juge qui instruise le dossier du début à la fin, parce qu'on avait l'impression, c'était plus qu'une impression, qu'on avait essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, notamment en lui demandant gentiment, et c'est dans le dossier, il faut aller mollo avec certains gendarmes. Donc in fine, il a quand même poursuivi son enquête, et aujourd'hui, on a un procès avec des gendarmes qui sont poursuivis pour trafic de stupéfiants. D'où ma question une autre question qui en découle, est-ce que ce ne sera pas le procès des lampistes quand on voit que par exemple Gauthier, le patron du GIR, dont des membres sont impliqués dans un trafic de stupéfiants, et là, trafic de stupéfiants, prévenu, pardon. Est-ce que ce ne sera pas le procès des lampistes?
Vous savez, le procès, c'est plein de surprises. C'est-à-dire, il peut arriver au cours des débats, selon les déclarations des uns, que le procureur ou le tribunal estime qu'on arrête les débats, on fait une information complémentaire, c'est-à-dire on demande une enquête complémentaire pour que éventuellement d'autres responsabilités soient recherchées et les personnes viennent s'expliquer devant une juridiction. Aujourd'hui, effectivement, des personnes sont citées comme témoins, mais ils ne sont pas à l'abri à la lecture ou à ce qu'ils vont déclarer à l'audience et ce qu'ils vont déclarer les autres personnes. Je rappelle qu'il y a un témoin fondamental aussi, d'autres témoins qui se trouvent en dehors de Mayotte, aux Comores, en juin, qui sont aussi impliqués dans ce trafic de stupéfiants. Et donc tout ce beau monde attend ce procès et on n'est pas à l'abri qu'ils viennent dire mais nous on a envie de dire des choses parce que tel gendarme ou telle personne aurait pu nous pousser à faire du trafic de stupéfiants. Flo, moi j'ai une petite question purement technique. On a un gros turnover dans le paysage judiciaire à Mayotte. Est-ce que c'est pas gênant qu'on change tout le temps de président, de procureur, de juge sur une même affaire qui dure aussi longtemps? Non, c'est pas gênant, mais c'est pas propre à Mayotte, hein. C'est la fonction publique. Les gens sont mutés dans un endroit, ils restent 2 ans, 3 ans, 4 ans, après ils changent, ils vont dans... Et je pense que c'est très bien aussi, puisque ça a été pensé par notre belle République pour qu'effectivement les magistrats ou les fonctionnaires ne soient pas ancrés sur un territoire, parce qu'après on se connaît tous et donc il est difficile après de juger son voisin. Najim, le procès Roukia, c'est pas n'importe quel procès. Il est attendu par plein de gens, on connaît avec tous les rebondissements, et Sam le disait tout à l'heure en introduction, tous les rebondissements qu'il y a eu dans ce dossier. Est-ce que quand on est avocat ou magistrat, on se prépare à vivre quelque chose d'exceptionnel? Est-ce que ça sera un procès différent? Est-ce qu'il y aura une saveur entre guillemets, hein, quelque chose de différent, une atmosphère différente? Est-ce qu'on prépare ce genre de procès différemment? Effectivement, on le prépare différemment parce qu'on est devant un tribunal correctionnel qui va être extrêmement qui va être médiatisé. Je pense que des médias nationaux vont s'y intéresser. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que on a un procès sur 1 semaine alors qu'il s'agit d'un dossier correctionnel. Généralement, on est habitué à ce genre aux assises sur 3 jours, 4 jours. Là, on a le procureur prévoit 1 semaine, enfin ça commencerait le mardi jusqu'au vendredi, éventuellement débordé au samedi. Certains avocats plaident plus que les autres, il y en a d'autres qui posent plus de questions que d'autres, donc on peut pas mesurer, on peut pas limiter d'ailleurs les questions et les plaidoiries des avocats. On prend large 1 semaine. Il y aura forcément une atmosphère particulière puisqu'il y aura, je pense, une salle d'audience bondée. Oui, bien sûr. Il y aura la famille. Pour une fois, va voir les gendarmes et Mathias Belmer, parce que dès le départ, Mathias Belmer a été mis en détention provisoire, puis a finalement disparu puisqu'il est parti à La Réunion sous contrôle judiciaire, en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire. Donc effectivement, on aura la famille, pas cet affrontement ou confrontation, mais voilà, ils vont pour la première fois depuis 4 ans, vont se voir et se dire peut-être les choses par le truchement de leurs avocats ou par l'intermédiaire de magistrats. Donc c'est intéressant, il y aura cette atmosphère-là qui va être pesée lourd, puisqu'il ne faut pas oublier, parce qu'on a tendance à penser à la drogue, aux gendarmes, et ainsi de suite, mais il y a quand même une jeune fille de 18 ans, 19 ans qui est décédée en 2011 suite à l'inhalation, à la consommation de drogue. Samuel, au cours du procès et des débats, est-ce qu'il est possible qu'un défenseur, quel qu'il soit, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, puisse demander l'arrêt de la qualification d'homicide involontaire pour filer vers un homicide involontaire et donc filer vers les assises? Est-ce qu'il y a possibilité d'inverser la tendance encore? Et de requalification en fait. Si on veut faire requalifier des faits, il faut le plaider dès le départ. Il faut faire des conclusions en amont, parce que s'il venait déposer, le plaider le jour de l'audience, ça sera impossible. Quasiment, puisque là, quand même, il faut respecter aussi les droits de la défense, c'est-à-dire les droits de tout le monde, pour que les gens puissent se préparer. Mais il est effectivement possible de plaider au dernier moment, devant la juridiction, une requalification des faits, pour qu'éventuellement ça passe en cour d'assises ou ça soit d'autres faits qui soient retenus. Est-ce que selon vous, en tant que bâtonnier, on vous a déjà expliqué ou dit qu'il va y avoir des dispositions particulières? Vous le disiez à l'instant, la salle va être bondée pendant 1 semaine, c'est clair. Donc il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas assister au procès. Est-ce que par exemple il ne va pas être retransmis à l'extérieur, comme ça s'est déjà fait ailleurs, dans des grands procès, notamment en métropole, sous toute proportion gardée, évidemment. Est-ce que par exemple
Il va y avoir beaucoup d'avocats, beaucoup de médias. Est-ce qu'il va y avoir des dispositions particulières à ce niveau-là? Est-ce qu'il va y avoir une organisation particulière où on va rester dans un fonctionnement le plus normal possible? Pour le moment, je ne suis pas au fait de toute l'organisation, mais il faut savoir que je vois le procureur d'ici 2 ou 3 jours. Par rapport à ça? Par rapport à d'autres sujets, mais sur l'organisation de la justice, Oui. comment ça se passe, ça va se passer, notamment ce procès. Donc effectivement, là, on pourra voir s'il y a un dispositif spécifique pour ce procès-là. Mais je rappelle, pour l'affaire de la tête de cochon, en première instance, notamment, pas en appel. Mais il y avait un dispositif spécial qui a été mis en place avec un certain nombre de gens de services d'ordre qui étaient là pour assurer la sécurité de la population et des prévenus. Donc je pense que là également il va y avoir ce dispositif-là. Mais après la retransmission, je ne pense pas que ce soit possible. Il faut la demander et c'est impossible quasi de l'avoir. Peu importe le procès, à part les procès historiques pour lesquels effectivement la population dans son ensemble a besoin de savoir, mais là pour ce procès-là qui intéresse surtout la population locale, il n'y aura pas de transmission a priori. Merci beaucoup Nadjim Abada. On rappelle que vous êtes le bâtonnier, tout simplement, le patron des avocats ici à Mayotte. On a essayé d'y voir plus clair sur la manière dont devrait se dérouler ce procès et à quoi il va ressembler. Oui, ça va être le procès de ces 20 dernières années. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.